Reste-t-il du potentiel sur GTT malgré la hausse du cours? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. On analyse GTT sur Fiscal.ai. Vous avez 15% de réduction via le coupon dans le commentaire épinglé de la vidéo. GTT, qu'est-ce qu'ils font? C'est le leader mondial des membranes cryogéniques pour le transport de gaz naturel liquéfié. Donc on est sur un marché de niche dans lequel ils sont leaders mondial. Donc ça nous donne une rentabilité énorme d'après la théorie de la courbe d'expérience, ce qui est donc très intéressant cette petite boîte. Au niveau des prix de l'action sur 10 ans hors dividende, on est passé de 32 € à 195 €, superbe. Au niveau de la market cap, c'était une mid cap, 1,20 milliard, 1,2 milliard à 7,2 milliards actuellement, super. Et si vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans, vous auriez actuellement 100 000 € x 10 en 10 ans. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Dans l'actualité récente du groupe, eh bien en fait, les commandes continuent de pleuvoir pour GTT. Donc on a des commandes en Chine, commandes en Corée, des commandes ici, c'est en Corée également. Et en Corée également, en fait, le gros de la conception de navires, maintenant, hein, les grands constructeurs de navires, ce sont la Corée et la Chine. Et c'est pour ça que GTT embarque beaucoup de commandes dans cette zone-là. Et ce qu'il y a dans leur modèle d'affaires, c'est que eux, ils font la mise en place, mais ils sont asset light, c'est-à-dire que c'est pas eux qui ils construisent pas les navires, par exemple, ils n'ont pas de navires en propre. Donc on est sur un carnet de commandes qui est plein à craquer pour GTT. On va aller analyser les chiffres sur Coifin. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Donc le cours de l'action, on en a déjà parlé. Croissance du chiffre d'affaires en médiane 7,3%, honorable. Actuellement, en 12 mois glissants à décembre 2025, on a 25%. C'est énorme. On décélère un petit peu par rapport à juin 2024, mais bon, c'est excellent, hein, quand même comme taux de croissance. Une acquisition récente, ils ont acheté un logiciel de mémoire de conception, donc ça c'est plutôt très bien aussi. On se diversifie, mais on continue à s'intégrer verticalement. Donc on est sur une boîte qui continue sa croissance de façon organique et aussi externe. Très bon au niveau de la croissance, au niveau des taux de marge. Le taux de marge brut est proche de 100%, donc il faut voir ce qu'ils mettent en coût des intrants, en cost of goods sold, mais il n'y a à mon avis pas grand-chose, donc du coup c'est pas hyper pertinent ce taux de profit, cette marge brute. Au niveau du taux de marge d'EBITDA, il est stable sur 10 ans à un niveau colossal, hein, 62%, donc on est sur une superbe marge ici. Taux de marge net également stable sur les 51%, très très bien. On est sur des marges dignes d'un éditeur de logiciel, ou presque sur du Nvidia, si j'ose dire. Mais bon, en tout cas, en free cash flow, on est à 48%. Taux de marge de free cash flow un peu en dessous du taux de marge net. Donc ça, c'est globalement, on va les voir après, hein, mais globalement, on va dire qu'on colle bien au taux de marge net, mais il y a des variations quand même, ce qui va dépendre, à mon avis, surtout des CAPEX. Donc au niveau des taux de marge, on est sur une boîte qui est hyper profitable, hein. Ça, on le savait, hein, c'est le leader mondial dans ce marché-là. Il n'y a pas de mystère, hein. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, hop, on a un peu plus de bénéfices nets que de free cash flow, mais c'est contenu, hein, comme différence, peut-être entre 5%. Donc il n'y a pas une énorme différence. Le besoin en fonds de roulement, il est négligeable, 31 millions, donc c'est presque zéro, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de cash pour financer les opérations. Au niveau de la variation de ce besoin en fonds de roulement, on est sur une légère dégradation sur 10 ans à 129 millions d'euros. Bon, c'est pas non plus une grosse variation. Donc ça reste contenu. Également au niveau des CAPEX face aux dotations d'amortissement. Voilà, c'est là qu'en fait qu'on voit la différence entre les résultats nets et les free cash flow, c'est que les CAPEX continuent d'augmenter fortement. Et ils ont raison en fait, hein, d'investir aussi massivement dans l'appareil productif. C'est quand même toujours un marché d'avenir, le GLL. Donc les membranes cryogéniques, on va en avoir besoin à l'avenir. Il faut qu'elles continuent de faire de la dépense en capital pour agrandir l'appareil productif, pour servir de la demande future. Donc très bien. Pour valoriser les fonds propres de GTT, il vaut mieux utiliser un price to free cash flow plutôt qu'un price earning, mais bon, c'est quand même pas très différent. La rentabilité opérationnelle maintenant. On a un rendement des capitaux investis qui est en médiane à 70%, ce qui est énorme. Bon, après, il faudrait vérifier quand même ce calcul, hein, parce que on peut avoir un rendement des capitaux investis au-delà de 100%, mais bon, c'est quand même très rare.
Bon, ici, de toute façon, ça s'était un peu dégradé sur 10 ans. Cette dégradation, est-ce qu'elle vient de la dégradation du taux de marge débite ou de la variation du capital investi? À mon avis, alors oui, ça quand même, c'est un peu dégradé, donc ça explique en partie cette baisse. Ouais, quand même, c'est ce taux de marge débite qui a un peu baissé, qui a expliqué cette baisse, et après on a le rebond. Donc voilà, on est bon, on est sur un niveau de rentabilité qui est de toute façon colossal, hein. C'est pour ça que le groupe continue à investir, verse un dividende copieux et continue à croître sans problème. C'est grâce à cette belle rentabilité qui lui est assurée par sa place de numéro 1. Au niveau de la dette du groupe, on est sur du cash net. Vu le modèle d'affaires de l'entreprise, ce cash n'appartient pas aux actionnaires, c'est plutôt des avances de contrat et aussi une partie du. Alors le BFR, il est pas positif, il est positif, mais là, je dirais c'est plutôt les avances contrats en fait qui font qu'on a une trésorerie nette aussi élevée et aussi la bonne rentabilité évidemment qui est bien génératrice de cash. Donc avec ça, bah, en fait vous accumulez du cash. Alors ça commence à se résorber un petit peu depuis juin 2025. Avec cette trésorerie nette, on a généré un peu d'intérêt, donc 123 millions d'euros d'intérêt de placement. Ça appartient aux actionnaires évidemment. C'est pas énorme non plus. Bon, donc en fait ce groupe a une très très bonne capacité à générer du cash et à mon avis ils doivent le redistribuer en partie aux actionnaires. On va regarder ça d'ailleurs au niveau de la rémunération des actionnaires. On a un dividende, bien sûr, et il est sympa en fait le dividende sur GTT, alors que c'est quand même toujours une valeur de croissance, hein, c'est ça qui est intéressant. On est sur, allez, on va quand même bien 75%, hein, 3 quarts du free cash flow versé en dividende. En fait, ils ont les moyens de faire ça parce que ils sont très rentables, leurs besoins de réinvestissement, ils sont couverts par une fraction du cash flow opérationnel qui est généré, donc bah, en fait, pas besoin de réinvestir aussi massivement. De toute façon, le risque quand on réinvestit trop, c'est qu'on se trompe sur la rentabilité des nouveaux projets et qu'on dilue la marge et donc la rentabilité. Et donc ça, c'est pénalisant. Donc autant investir le strict, enfin ce qu'il faut, ce qui va générer une bonne rentabilité, et le reste, bien, on le rend aux actionnaires, et c'est ce qu'ils font très bien. On a un dividende qui est sympa, hein. Donc on n'a pas vraiment de rachat d'actions. À mon avis, il y a un peu de dilution liée à de l'actionnariat salarié et autres. Et puis après, hop, ils rachètent un peu les actions pour neutraliser ça. Mais globalement, en fait, le nombre d'actions est stable sur 10 ans. Donc, rendement d'actionnaire à 4%, principalement, enfin, exclusivement en provenance du dividende. 4% de dividende sur une boîte de croissance, c'est quand même très, très sympathique. La valorisation maintenant, alors, on a une trésorerie nette, on a dit qu'il valait mieux utiliser le price to free cash flow, on va utiliser le price to free cash flow. On est sur la médiane en fait, hein, de valorisation en termes de price to free cash flow. Voilà. Donc il n'y a pas de décote, mais c'est rare d'avoir une décote sur un dossier aussi qualitatif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas dans la phase de bulle qu'il y a eu sur 2024, 2022-2024. Voilà. Là, on est plus proche d'une valorisation juste par rapport à l'historique du groupe. Il faut aussi regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est la même histoire. On est sur la médiane, donc il n'y a pas de survalorisation, il n'y a pas de décote non plus au niveau actuel. Par rapport aux comparables, qu'est-ce qui nous sort dans l'industrie? Là, je pense qu'il va plutôt nous sortir des producteurs des fabricants de navires, quoique je crois que ces deux autres acteurs sont aussi dans un business similaire, ou en tout cas ont une partie de leur activité qui est dans ce business-là, à vérifier. Bon, si ce sont vraiment des comparables, mais j'en doute un petit peu, GTT est finalement un peu moins valorisé que les deux autres, mais bon, à mon avis, je ne suis pas sûr que ça soit très comparable. Un petit tour en revanche du côté des hypothèses d'actualisation, pas besoin de faire un DCF sur ces business-là, à mon avis, ça se valorise très bien avec des multiples. Par contre, ce qui est intéressant ici, alors coût de la dette après impôt, 7,4%. Là, je pense qu'il y a une erreur quelque part, hein, c'est très élevé. Donc, je pense qu'ils ne s'endettent pas à ce niveau-là. De toute façon, ils ont une trésorerie nette. Peut-être qu'ils ont une dette brute, il faudrait regarder. En tout cas, avec coût des capitaux propres, ils nous mettent 6,5%. Alors, c'est quand même un peu cyclique en réalité, GTT. 6,5%, c'est peut-être un peu optimiste. Moi, je mettrais plutôt 8%. Bon, en fait, dans un DCF, si vous faites un DCF, les taux d'actualisation, c'est pas ça qui a le plus d'impact. Ce qui a le plus d'impact, évidemment, c'est votre modélisation des free cash flow. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il vaut mieux actualiser ce dossier peut-être à 8% pour être plus raisonnable. Voilà. Donc, sur GTT, on est sur une boîte qui continue de surfer sur un momentum qui est favorable depuis très longtemps. En fait, depuis 2022, hein, depuis que le prix du gaz a explosé et qu'on s'est détourné du gaz russe, eh bien, le momentum est archi favorable. Pour l'instant, il n'y a pas de bulle, hein, sur GTT. Donc, je pense que si on en a, on peut conserver sans problème. En plus, vous avez un dividende de 4%, intéressant. Si on n'en a pas, ça peut être intéressant pour le dividende. Peut-être que vous allez quand même avoir beaucoup moins de potentiel d'expansion de multiples, hein, je pense. Donc, c'est peut-être un dossier à prendre s'il y a un bon repli.
comme ici, là, il y a eu un repli quand même à la fin de l'année 2025. Là, c'était peut-être une opportunité. Actuellement, on est sur la médiane, donc si on veut se laisser porter sur le long terme, il n'y aura pas de souci pour en faire à ce niveau. On n'est pas du tout en bulle. Si on en a, on peut se laisser porter. Voilà. Et je pense que c'est pas un moment encore trop de vendre. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.